Les fidèles au programme d'ITV, c'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Les organisations de la société civile réunissent les acteurs du programme politique dédié à l'emploi des jeunes. Objectif élaborer de nouvelles pistes d'action et améliorer l'efficacité des dispositifs existants. Adoption au Conseil des ministres des décrets 74-347 et 2006-392 portant statut des décisionnaires. Le G7 salue cette mesure qui vient, d'après le syndicat, réparer une injustice, mais d'énormes défis restent encore à relever selon le syndicat pour améliorer donc la qualité des enseignants. Célébration du 60e anniversaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la bibliothèque universitaire ouvre le bal. L'accent est mis sur l'intelligence artificielle. Au-delà de ça, également, la bibliothèque a un besoin urgent de 1500 places pour répondre à la demande croissante des étudiants. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Les organisations de la société civile réunies, les acteurs des programmes et politiques dédiés à l'emploi des jeunes, c'est pour améliorer des nouvelles pistes d'action et l'efficacité des dispositifs existants. Elisabeth Grastine et Mafalfal. Cette table ronde, organisée par le Bureau d'évaluation des politiques et programmes publics en collaboration avec les organisations de la société civile, vise à définir de nouvelles stratégies pour favoriser l'emploi des jeunes. Pour Eliman Habikan, membre initiateur de la plateforme DISO, il est important de renforcer la collaboration entre l'État et les acteurs civils. Ce qu'on a constaté, c'est que la question de l'emploi, elle est présente au cœur des politiques publiques, mais depuis très longtemps, disons depuis plus de 60 ans. On peut aujourd'hui revoir les discours d'anciens présidents, etc., revoir tous les programmes qui ont été développés, etc. Et aujourd'hui, on se pose toujours les mêmes questions. C'est pour ça qu'on se dit qu'il est peut-être important, et heureusement, beaucoup de chercheurs vont dans ce sens avec des données évidentes pour dire qu'il est temps de changer de paradigme. Il est temps également d'aller dans le sens de la disruption, c'est-à-dire de sortir de ce qui se faisait généralement de la même façon, ce qu'on appelle le business as usual, pour inventer des solutions plus adaptées. Et c'est pour cela qu'il est intéressant d'écouter tout le monde, parce que les idées fusent de partout, pour que quand même nous puissions être dans de nouvelles perspectives. Le ministre conseiller et coordonnateur du Bureau d'évaluation des programmes et politiques publiques, Mounour Ndiaye, a salué l'initiative et a rappelé la nécessité de passer de la microfinance à la macrofinance pour répondre efficacement aux défis de l'emploi des jeunes. Nous avons jusqu'ici eu une démarche microéconomique centrée sur l'employabilité, sur l'accompagnement des jeunes, l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Mais il y a une démarche macroéconomique à avoir. C'est d'abord de formuler cette politique nationale d'emploi. C'est une politique. Quand on dit politique d'emploi, il y a la politique économique et macroéconomique qui est derrière. Et autour de cela, il y a la question du financement. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Ndongo Sambosila, on circonscrit à l'État dans des limites de déficit. Il n'y a pas de secteur bancaire approprié, il n'y a pas de financement. 5 millions, 10 millions, je pense que ça ne peut pas quand même permettre à un jeune de pouvoir exprimer le potentiel qui est en lui. Je pense qu'il y a tout un écosystème de financement, d'accompagnement, d'encadrement qu'il faudrait revoir. Face à la montée du chômage, le directeur du 3FPT, Babo Amadou Ba, a proposé plusieurs pistes de solutions pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. C'est après cela, j'ai essayé de donner des pistes de solutions. La première piste de solution, c'est par rapport à la chaîne de valeur qu'il faut créer en matière d'emploi et de formation. Nous sommes heureux de constater que notre ministère, c'est le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique. Et pour cela, il faut qu'on mette l'accent sur les 8 fonctions sur lesquelles je l'ai développé tout à l'heure. La deuxième solution, c'est par rapport à l'approche systémique. On dit souvent face à un problème structurel, comme le chômage des jeunes. La solution doit être systémique dans la mesure où il y a plusieurs structures qui interviennent autour de la formation, autour de l'accompagnement des jeunes.
en allant vers l'orientation, le profilage, la formation, la formalisation, le financement, l'incubation jusqu'à l'insertion. Ainsi, nous avons demandé à ces structures-là qu'on aille sur cinq composantes et chacun va spécialiser et on crée un parcours pour ces jeunes. Les acteurs des programmes publics dédiés à l'emploi et à l'insertion des jeunes au Sénégal, en partenariat avec les organisations de la société civile, entendent désormais adopter de nouvelles stratégies pour renforcer l'efficacité des dispositifs destinés à l'emploi des jeunes. Célébration du 60e anniversaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la bibliothèque universitaire ouvre le bal. Les responsables invitent les autorités à élargir l'espace. Selon eux, au moins 1500 places doivent être ajoutées pour répondre à la demande croissante des étudiants. Deya Alifal et Moussa Dia pour le compte rendu. Une occasion saisie pour lancer une réflexion d'envergure sur l'avenir des bibliothèques à l'ère de l'intelligence artificielle. Le directeur général de la bibliothèque universitaire a profité de cette célébration pour dévoiler les ambitions de l'institution. Nous venons de lancer le 60e anniversaire de la bibliothèque centrale. La thématique que nous avons choisie, c'est les bibliothèques universitaires à l'épreuve de l'intelligence artificielle. La thématique est pertinente parce que l'introduction de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement des bibliothèques interroge la place du bibliothécaire. Selon lui, la BU aspire à devenir un espace plus vaste, mieux équipé et doté de services innovants. Il a ainsi appelé les autorités à envisager l'extension de la bibliothèque, soulignant un besoin urgent de 1500 places supplémentaires pour répondre à la demande croissante des étudiants et chercheurs. Après la réouverture de la bibliothèque en mars 2000, 25 ans après, on est encore rattrapé par la massification, parce que l'université compte près de 100 000 étudiants. Nous avons 1700 places assises. Ça veut dire que la bibliothèque offre, en termes de places, 1,7%, ce qui est très, très, très insuffisant. Et je profite de l'occasion, tout en invitant le chef de l'État à nous appuyer dans un projet deuxième phase d'extension de la bibliothèque. C'est le vieillissement des collections et le renouvellement des outils. Cette rencontre d'échange a permis de revisiter les méthodes de fonctionnement et de repenser le rôle de la bibliothèque afin de maintenir son positionnement d'avant-garde au sein de la communauté académique. La science évolue à une vitesse considérable et il faut que la documentation qui soutient la recherche suive ou anticipe. Et pour ça, les livres coûtent cher. Les livres dont les chercheurs ont le plus besoin sont édités hors du Sénégal. Ça coûte trop cher. La commémoration ouvre également la voie au colloque international prévu à Dakar les 14 et 15 avril 2026, classé parmi les 10 plus grandes bibliothèques universitaires d'Afrique. La BU bénéficie du soutien du ministre de l'Enseignement supérieur qui ambitionne d'en faire le cœur battant de l'université. Colloque international à l'initiative de l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahim Niass de Kaolack. C'est pour explorer l'intégration de l'intelligence artificielle et de la géomatique au service du développement socio-économique du Sénégal. Des disciplines clés dans le domaine agricole, selon Dr Labadi Touré, enseignant-chercheur. La géomatique est au cœur de l'agriculture intelligente. Nous l'écoutons, il est au micro de Sekou Diallo et d'Astoumay. Ce colloque a pour objectif de réunir pendant 72 heures les experts, les spécialistes, les chercheurs et les praticiens de la géomatique et de l'intelligence artificielle pour discuter, échanger, harmoniser, mutualiser, mais surtout démontrer les cas d'application et les travaux que les uns et les autres font sur la géomatique et l'intelligence artificielle pour encore démontrer à quoi ces deux disciplines-là peuvent servir et quels sont les deux apports dans le développement socio-économique du Sénégal et d'ailleurs. Deux thèmes majeurs dont aujourd'hui le développement du pays ne se fera pas en les ignorant.
C'est ce qu'on a compris et qu'on a réuni des acteurs autour de ces thématiques-là pour en discuter, mais surtout pour qu'on arrive à faire des applications concrètes aux uns et aux autres sur la géomatique et sur l'intelligence artificielle. Et l'agriculture aujourd'hui est un secteur particulier dans lequel aujourd'hui, pour la surveillance des cultures, pour l'agriculture de précision, pour le suivi de nos terres agricoles avec des drones, des images satellitaires optiques, radars ou lidar, tout ce qui est des modèles algorithmiques qu'on va développer pour suivre l'écosystème ou l'agriculture de manière au Sénégal, et se fera avec la géomatique. Aujourd'hui, la géomatique est déjà au cœur de l'agriculture. Mais nous, ce qu'on veut faire avec ce colloque-là aussi, et Lucien, qui est une institution à vocation agricole, c'est de pouvoir encore, si raison besoin en est, de démontrer encore tous les showcases par rapport à l'usage ou les applications de la géomatique et de l'IA dans un secteur clé qu'est l'agriculture. Renforcement de la résilience alimentaire au Sénégal, dit petites et moyennes entreprises des régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Tambacounda ont été choisies pour recevoir un soutien en matière de développement de compétences à travers 4 modules clés. C'est dans le cadre du projet Sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires au Sénégal avec le soutien de l'Union européenne. L'objectif est d'accroître la production alimentaire en consolidant la résilience des systèmes alimentaires dans ces zones. Sikou Diallo et Astomay. Le projet Sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires au Sénégal franchit une étape clé dans son engagement pour l'amélioration de la production alimentaire et le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires au Sénégal. Dans ce cadre, 10 petites et moyennes entreprises issues des régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Tambacounda ont été sélectionnées pour bénéficier d'un programme de renforcement des capacités. Aujourd'hui, nous participons à un atelier d'ouverture, une session d'information. Ensuite, il y aura une phase de diagnostic pendant laquelle on va identifier avec des experts les besoins techniques et dans le domaine de l'entrepreneuriat pour mieux accompagner les 10 petites moyennes entreprises. Les entrepreneurs sont formés sur 4 modules stratégiques visant à consolider leurs compétences et à pérenniser leurs initiatives dans le secteur agroalimentaire. Il y aura 4 modules de formation. Une formation sur les techniques de transformation avec un côté un peu plus innovant. Ensuite, une formation sur la gestion et la comptabilité en général. Ensuite, sur le marketing digital, l'étiquetage, le conditionnement des produits et l'accès au financement. C'est 10 petites moyennes entreprises qui opèrent dans le domaine de la transformation agroalimentaire, céréales et niébé, parce qu'il y a un potentiel très important, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi pour la santé des personnes. Ce programme contribue directement à l'objectif national d'une souveraineté alimentaire accrue et d'un développement économique plus inclusif au Sénégal. C'est également un projet qui vise à contribuer à améliorer durablement la production alimentaire, mais également la résilience des systèmes alimentaires au Sénégal. Le projet travaille sur les filières céréalières, les engrais organiques, mais également le niébé. Ce programme d'appui est un modèle de coopération internationale mis au service du développement entrepreneurial et de la santé publique. 12 hectares de fouillons emportés par les flammes à Missirah, c'est dans le département de Tambacounda, dans la région de Tambacounda. Tout est parti d'un feu de brousse. Les agriculteurs n'ont eu que leurs yeux pour constater les dégâts. Ces derniers appellent à l'aide Bala Cicero et le porte-parole des agriculteurs de Missirah. Nous l'écoutons. Cette perte vraiment nous a causé beaucoup de pertes. Parce que les mamans, ils ont donné tellement de temps d'efforts. Déjà, depuis le début des travaux, ils étaient là présents jusqu'à aujourd'hui. Et un travail de 6 à 7 mois de travail qui est parti ensemble en 2 heures de temps. Vraiment, on n'a pas de mots. Moi-même qui est là, je suis sous le sec. C'est la 2e fois consécutive. L'année dernière aussi, j'ai perdu comme ça 48 tonnes de maïs et 5 tonnes de sagnon. Et cette année aussi, on vient de perdre 12 hectares de fondant qui est parti en fumée. Donc cette intervention va directement aussi à l'égard de l'État et par rapport aux pertes qu'on subit chaque année là. Donc il va falloir que vraiment qu'on prenne les précautions par rapport aux feux de brousse et des gens, et des vandalismes, et des gens mal intentionnés.
Dans le cadre de la célébration du Novembre bleu, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, en collaboration avec l'association sénégalaise d'urologie, a organisé une journée de dépistage du cancer de la prostate en sphère ministérielle à Bibdiam de Diamniadio. Les autorités invitent les agents à se faire dépister pour éviter tout risque. Voici Matarsen, il est délégué général à la protection sociale, la solidarité nationale. Il est interrogé par Babacar Seck. Le cancer de la prostate figure parmi les 5 types de cancers les plus fréquents dans notre pays, représentant 21,4% des cas. Le cancer de la prostate est considéré comme le premier cancer chez l'homme dans le monde. Novembre bleu est un symbole mondial de lutte contre ce cancer, car le mois de novembre est celui où l'ensemble des pays mobilisent leurs ressources, leurs compétences et leur expertise pour combattre cette maladie. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les avancées médicales, d'évaluer les actions entreprises et d'envisager les stratégies nécessaires pour vaincre définitivement le cancer de la prostate. Au Sénégal, ce cancer représente une part non négligeable de la morbidité oncologique. Selon le président de l'association sénégalaise d'urologie, le professeur Papa Ahmed Fall, à mes côtés, près de 1000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Donc vous voyez, la situation est alarmante. Cette maladie touche principalement les hommes de plus de 45 ans et constitue une source de perturbation importante pour la structure familiale. Adoption en Conseil des ministres des décrets 74-347 et 2006-392 portant statut de décisionnaire. Le G7 salue cette mesure qui vient, d'après le syndicat, réparer une injustice. Le secrétaire général du CELS estime que d'autres défis restent cependant relevés. Ami du Diédiou, que nous écoutons, il est joint par iRadio. C'est une excellente nouvelle que nous avons reçue ce soir. C'est une excellente nouvelle qui était attendue de tous les Sénégalais, qui était principalement et particulièrement attendue de tous les enseignants. Je rappelle que c'est un combat que nous menons depuis bien belle lurette. Nous y sommes principalement depuis 2021. Et depuis 2021, nous n'avons demandé que ni plus ni moins qu'il faut trouver solution à la question des enseignants décisionnaires qui vivaient une injustice que personne ne pouvait comprendre. Nous saluons, nous nous félicitons, mais nous félicitons également l'ensemble des enseignants qui sont mobilisés comme un seul homme et qui doivent continuer à rester mobilisés parce qu'il y a encore des étapes que nous devons gagner et ensemble, la main dans la main. Il ne faut pas à ce jour parler de fin du plan d'action. Nous avons terminé évidemment la première étape aujourd'hui avec une satisfaction totale. Il y a eu, si on fait une compilation des données statistiques que nous avons reçues sur l'ensemble du territoire, il y a eu une très forte et belle mobilisation des enseignants. Mais ce qu'ils nous demandent, c'est qu'il faut que la question des décisionnaires soit totalement réglée telle que je l'ai décrit tout à l'heure. Mais il faut ensuite que la question de la surimposition, des budgets des écoles, les salaires des contractuels, la formation diplômante, il faut que l'ensemble de ces questions trouve solution. Évidemment, nous ne sommes pas des nihilistes, nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes. Nous aurons pouvoir apprécier, mais objectivement, la nécessité de se dire, maintenant que la question des décisionnaires est elle-même résolue, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et ça, le dernier mot reste à la base, parce qu'assurément, c'est pour cette base-là que nous portons les préoccupations des enseignants et de l'école sénégalaise. Le gouvernement a également adopté en Conseil des ministres le décret portant intégration des techniciens supérieurs de santé et ingénieurs de la hiérarchie 1. Le secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé estime qu'il s'agit d'une avancée majeure malgré son retard. Il espère toutefois que son application sera effective dans les meilleurs délais. Je vous propose de suivre ces explications. Il s'appelle Cheikh Hasek.
Bon, nous nous en félicitons, même s'il y a eu des lenteurs. Vous savez, les réformes ont été entamées depuis 2009. Et il y a pas mal d'agents de santé qui sont partis même à la retraite sans pour autant bénéficier d'avantages statutaires liés à leur diplôme. Et cela porte préjudice. D'ailleurs, même nous avions posé le problème pour qu'il y ait au moins qu'on puisse tenir compte de ces éléments-là. Mais je dis, en dehors des félicitations, nous attendons à ce que ça soit publié au journal officiel et que les procédures de reclassement puissent être faites. Mais il ne faut pas oublier que l'État ne s'était pas engagé uniquement dans le cadre de ce texte. Il y a aussi le volet qui concerne l'enseignement supérieur, surtout avec les l'ENDSS. Vous savez, avec les réformes, l'organisation administrative et le fonctionnement de l'ENDSS devraient changer. Normalement, ça devrait être accompagné par un décret. Jusqu'au moment où nous parlons, cela n'a pas été signé. Mais le problème le plus crucial reste lié au déficit énorme en personnel qui est de 18 000 agents. Et ces 18 000 agents, l'État s'était engagé depuis ce monde, après la signature du pacte, le 1er mai, de résorber ces déficits en personnel à hauteur de 3 500 agents chaque année. Il devrait y avoir un recrutement social. Tout cela n'a pas été fait. Mais dans ce même pacte de stabilité sociale, il avait été convenu que les négociations sectorielles avec les départements concernés devraient être faites, notamment les collectivités territoriales, la santé, le ministère de l'enseignement supérieur, sur l'habitat social, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat et le ministère de la fonction publique. Et puis au mot du sport, Tabara Mbodj, une arbitre de la Confédération africaine de football qui a récompensé les meilleurs acteurs du monde du football africain lors de la cérémonie des CAF Awards retenue au Maroc, plus précisément à Rabat. C'est l'arbitre sénégalaise Tabara Mbodj qui a remporté le trophée de meilleure arbitre assistante de l'année. Elle a fait donc briller les couleurs du Sénégal sur le continent africain. D'autres représentants du Sénégal, Pape Matar Sarr qui avait remporté l'année dernière le prix du meilleur jeune joueur, ou également Adji qui était en lice également pour la compétition de meilleure gardienne donc de l'année, n'ont pas pu briller. Je vous propose de suivre ce portrait signé Catherine Sigandour qui nous retrace le parcours donc de Tabara Mbodj, arbitre assistante. Connu pour son professionnalisme et sa rigueur, Tabara Mbodj vient d'être honoré hier par la Confédération africaine de football. Le trophée de meilleur arbitre assistant de la CAF lui a été attribué, un sacre qui vient de couronner un parcours déjà honorifique. De Bombay, d'où elle vient, Tabara Mbodj a officié pratiquement dans tous les stades du continent. Récemment, elle a pris part à la Coupe d'Afrique des Nations féminines organisée au Maroc et avant cela également sélectionnée pour la CAN des moins de 17 ans et à la Ligue des champions féminines de la CAF. Au cours de sa carrière, elle a assisté plusieurs grandes figures de l'arbitrage féminin, notamment la Marocaine Bouchra Karboubi qui a officié à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire ainsi qu'aux Olympiques de Paris 2024. Tabara Mbodj a débuté l'arbitrage au sein de la sous-commission régionale d'arbitrage de Bombay avant de poursuivre son évolution à celle de Dakar et aujourd'hui considérée comme l'une des figures montantes de l'arbitrage féminin africain. Catherine Sigandour, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission. En invité de la rédaction, je reçois ce soir Serigne Ousmane Bey. Il est économiste. Nous allons bien sûr parler d'économie, d'être caché, la notation, la dégradation de la note du Sénégal, mais également d'autres questions, les rapports entre le Sénégal et le FMI, entre autres questions. À tout de suite.